Paul, vous êtes éditrice chez Albin Michel et je crois que vous êtes spécialisée dans l'accompagnement des auteurs français. Français, oui, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo entre les éditeurs qui suivent les droits de traduction, les auteurs étrangers et ceux qui accompagnent les auteurs français. Oui, c'est presque deux métiers d'éditeurs différents. Je dirais sur les auteurs qui font de la littérature étrangère, il y a une démarche de recherche de textes, mais qui sont déjà des textes publiés. Donc après, il y a un travail sur la traduction, il y a un travail avec les traducteurs de rendu, qui est tout à fait différent d'un travail avec des auteurs français, où là on est, on va dire, sur la matière vivante, c'est-à-dire qu'on est en construction avec l'auteur et sur son texte, et on accompagne l'auteur et le texte au quotidien. Donc on n'est pas du tout, et c'est un travail qui est assez différent. Combien de manuscrits vous recevez de manière quotidienne, hebdomadaire? Hebdomadaire, je dirais une dizaine. Mais en même temps, comme je suis chez Albin Michel, on a un gros service de manuscrits. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de manuscrits qui vont arriver aussi. C'est assez diffus. Donc après, voilà, moi j'en reçois entre 10 et 15 propres, mais qui reviennent dans la vanette, il y en a souvent plus. Et après, on a un service qui est dédié à ça. Quels sont les principaux problèmes que vous décelez dans les manuscrits de premier roman que vous recevez? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes ou est-ce qu'il y a beaucoup de chouettes choses déjà? Alors, de chouettes choses, il n'y en a pas tant que ça. Notamment sur tout ce qui est polar et thriller, la problématique c'est qu'on a souvent des choses très stéréotypées. Où les auteurs montent un scénario, mais après on se retrouve avec des personnages assez caricaturaux parce qu'un certain nombre d'auteurs qui nous envoient des manuscrits, en fait finalement n'ont pas été dans une réflexion pour aller forcément au bout des personnages. Donc ils ont une vision, on va avoir une vision de commissaire, une vision, mais et qui est un peu caricaturale et finalement où ils ne s'approprient pas vraiment les personnages complètement. Et ça c'est quand même assez souvent où où il y a cette problématique-là au départ déjà, et ensuite, et après l'autre problématique, c'est des histoires qui ne sont pas construites en fait, où la construction elle ne tient pas tenir longtemps. Et en termes d'écriture à proprement parler, il y a des problèmes qui apparaissent? Vous recevez des choses qui ne sont pas du tout écrites, par exemple? Il y a des choses pas du tout écrites, très très minimalistes. Alors en fait, il y a vraiment de... Alors, moi, en étant côté polar, roman noir, thriller, c'est quand même des genres assez différents. En fait, sous la même manière, il y a des genres très très différents. Ceux qui vont faire du thriller, en général, s'intéressent moins à l'écriture et sont plus sur le scénario. Souvent, et là, on a c'est très peu écrit en fait. C'est écrit un peu comme je parle. Donc ça, c'est quand même problématique, c'est gênant. Et puis après, de l'autre côté, quand on a plus vers le roman noir, donc là on est plus dans les atmosphères, c'est forcément plus écrit. Et là par contre ça peut être surécrit. C'est-à-dire l'auteur qui se regarde écrire. L'écriture prend le pas sur l'intrigue. Voilà, et donc là on est noyé d'une autre manière, mais. Bon, après heureusement on a des textes qui arrivent qui trouvent le bon équilibre dans chacun des genres, mais c'est pas évident. Et dans le cas où il y a une scénarisation, une intrigue qui vous intéresse, un sujet qui vous intéresse, mais une écriture qui est un peu faiblard, vous refusez ou vous faites retirer l'auteur? Alors, s'il y a vraiment une intrigue, il y a quelque chose d'original et de singulier dedans, c'est tout à fait possible de contacter l'auteur, de discuter, de voir un peu aussi si c'est quelqu'un qui a déjà écrit, par ailleurs, pas forcément publié, mais si c'est quelqu'un qui a fait un one-shot comme ça dans son coin et puis qui s'est dit tiens je vais l'envoyer, voilà, parce qu'il y a aussi Miroir aux Alouettes, des gens à l'extérieur qui voient quelques auteurs, il y en a un très gros auteur surtout en thriller qui vendent très bien en France, et donc certains se disent ah, attends c'est facile, moi je vais faire un thriller et qu'ils l'envoient. Et donc voilà, ça permet déjà de sentir un peu s'il y a une possibilité d'un travail avec l'auteur. Et puis après, moi, ça m'arrive tout à fait de faire des refus. Et en me disant, mais néanmoins, il y a ça qui est très intéressant, et là, il y a quelque chose, mais il faudrait redévelopper ça. Le pourcentage de refus par rapport aux manuscrits retenus, c'est énorme. Bah... Oui,
Oui, on est à 90%, au moins. Au moins. Quel est le pourcentage de premiers romans que vous sélectionnez? C'est très variable. Cette année, on a plusieurs premiers romans. J'en sors 3. Il y a des années où ça peut être qu'un seul. Alors moi, dans la configuration dans laquelle je suis, j'ai une programmation qui n'est pas extensible non plus. J'ai des auteurs maison qui sont déjà là, donc il faut aussi leur laisser la place de republier. Il y a des récurrents. Donc ce qui fait qu'en fait, si j'en choisis un, c'est parce que vraiment, c'est celui-là. Je ne vais pas multiplier pour me dire... ce qui peut être un peu différent sur la littérature générale, on dit blanche, un terme que j'aime pas trop la distinction, mais enfin, elle existe dans l'esprit de tout le monde, elle existe Noël. Et où là, les catalogues sont plus gros, souvent parce que c'est pas dans une niche, et donc il y a la possibilité quand même qu'il y ait plus de premiers romans. Vous sortez vous avez la possibilité de sortir combien de titres annuels? J'ai pas de quota parce qu'en plus je peux faire également aussi justement. Je suis pas cantonnée uniquement au polar donc mais je dirais que je dois en faire 12 par an à peu près. D'accord. À peu près un par mois. Voilà. Donc, si on lit, ça fait un par mois. Après il y a des mois il y en a 3, puis il y a des mois il y en a pas du tout. Mais... Jusqu'à quel degré vous arrivez de pousser le travail de réécriture avec un auteur? C'est très variable. C'est très variable. Alors avec un manuscrit qui arrive, ou avec un auteur avec lequel je travaille déjà depuis... sur un manuscrit qui arrive quand même malgré tout, on le prend. S'il y a encore énormément de travail, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas sûr d'arriver au bout du compte, et puis c'est compliqué. Donc là, il y a un travail, mais qui est quand même normalement pas mineur, mais enfin bon, c'est... Voilà. Sur des auteurs pour un second roman par exemple, typiquement, et ça peut changer au cours du temps quand c'est le 3e, le 4e. Alors c'est très variable parce qu'en fait il y a vraiment 2 types d'auteurs. En thriller, les auteurs sont souvent beaucoup plus en demande parce qu'aussi il faut qu'il y ait dans la structure en elle-même une cohérence absolue. Il faut que ça fonctionne, faut pas... Et ils sont très en demande d'échange. Donc là, il peut y avoir un travail assez important sur la réécriture. Ça dépend vraiment. Il y a des auteurs qui écrivent très bien et où il y a très peu de choses à faire. C'est à la marge, ça fait quelques répétitions par-ci par-là. Sur des longueurs, sur des passages, oui, mais ça ne va pas être de la réécriture. Derrière, non, pas tellement de réécriture vraiment proprement parler. C'est des suggestions et l'auteur prend ou il ne prend pas. Il y a ça aussi. Après, l'auteur, heureusement, a sa liberté de trancher. Moi, mon rôle, c'est de lui dire, écoute, là, je pense que... Voilà. Après, on voit comment... Quelle formation vous avez? Moi, j'ai une formation de lettres modernes. Et après, j'ai fait un temps une licence professionnelle d'édition. Voilà. Et... parcours assez classique, j'ai trouvé du travail, j'ai eu de la chance très rapidement, donc j'ai fait un stage et puis après j'ai commencé. C'est un métier qui s'apprend sur le tard, beaucoup? Oui, énormément. À force de lire? À force de lire, à force de... oui, c'est vraiment par l'expérience. Après, il y a une culture de base qui fait que, malgré... c'est cette culture littéraire qui fait qu'on peut faire le passage, je pense. Mais néanmoins, c'est vraiment sur le tard et je pense que pour beaucoup d'éditeurs qui sont là, c'est rare ceux qui y arrivent. On n'arrive pas éditeur, on commence assistant, on commence stagiaire, on commence assistant, on touche un peu à tout et puis petit à petit, et puis c'est des rencontres et petit à petit au début on fait des corrections puis on prend la main de plus en plus avec les auteurs et ça se fait comme ça. Il y a assez peu d'auteurs français qui sont traduits à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est très difficile. Étonnamment dans des genres comme le thriller ou le polar qui sont des genres qui marchent là-bas. En littérature blanche, bon, c'est pas très étonnant, mais comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'expliquez? Le marché anglo-saxon, de toute manière, n'a pas été forcément tourné vers les traductions pendant très longtemps. Voilà. Je
je pense que tout ce qui est thriller, ils ont justement très très bons auteurs. Donc il n'y a peut-être pas cette curiosité qu'il y a en Europe. Je dirais pas en France, mais parce que je pense que c'est une problématique européenne, qui n'est pas française. Voilà. Après, il y a des choses que les auteurs ont souvent du mal à entendre. Un texte qu'un auteur français situé aux États-Unis ne va pas beaucoup intéresser les Américains, parce que les Américains, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, et ils ont plus envie d'avoir un auteur qui s'ancre dans le territoire français, parce que là, il y a cet exotisme qu'on peut aller chercher vers les Suédois, vers les Nordiques. Et je pense que ça joue beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup, malgré tout, d'auteurs français qui continuent à situer leurs personnages en fait, à la manière américaine. Et alors, heureusement, et c'est vrai que le mouvement est beaucoup en train de changer, et ça c'est très bien, on rentre enfin dans le territoire français européen, en tout cas qui sont... Dans nos formations, on défend une approche pédagogique qui s'inspire de l'apprentissage de la narration littéraire dans les pays anglo-saxons, collège, primaire, l'apprentissage des règles de construction. Et très souvent, quand on présente notre approche, on nous oppose la crainte du formatage, les mauvais romans, systématiquement on nous cite en exemple les mauvais romans américains. Qu'est-ce que vous penseriez de formation justement préalable pour les auteurs, en termes de construction? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait peur ou qui apporterait un plus? Il y a de plus en plus d'auteurs de thrillers français ou de polars français qui s'inspirent et qui lisent les manuels creative writing américains, qui vraiment c'est de plus en plus prégnant. Il y en a même qui aujourd'hui le font. Des auteurs comme Bernard Werber aujourd'hui en fait énormément. Enfin, donc en fait je pense que ça a beaucoup plus lieu d'être peut-être sur certains genres. Je suis pas certaine que sur des romans qui sont plus sur de l'atmosphère, sur quelque chose de peut-être plus personnel, de plus intimiste. Je ne sais pas si ça apporte autant. En revanche, quand c'est une fiction où il y a vraiment, on est dans du romanesque pur avec cette construction qui est essentielle, encore une fois, là ça peut être intéressant parce qu'il y a des pièges dans lesquels énormément de manuscrits que je reçois, les gens tombent dedans les deux pieds dedans, c'est évident. Et là, ça peut avoir son intérêt, effectivement. Une dernière question, quels seraient votre conseil à de jeunes auteurs débutants? Alors de surtout pas faire une lettre avec le manuscrit qui fait 1 page et demie en racontant le roman. Parce qu'en général, on peut arriver au bout de la lettre et se dire qu'on n'a même pas envie de lire le roman, et ça arrive 9 fois sur 10. Quand il y a une lettre, ça dessert tout. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'un petit mot simple, je vous remercie de trouver mon manuscrit, éventuellement de dire ça se passe là ou là, pourquoi pas, mais voilà, d'essayer de se vendre, ça je crois pas, parce qu'en fait le texte c'est censé parler de lui-même. De faire tout simplement attention à la présentation, ce qu'on reçoit, parce qu'un texte encore 10, alors en même temps je comprends, ça coûte cher d'envoyer des manuscrits, c'est compliqué. Étant donné qu'il y a des gens qui vont regarder cette interview et qui vont prendre des notes, précisons par présentation, qu'est-ce qui est standard? Ce qui est standard en fait c'est en gros un Times score 12 avec un interligne d'1,5 et des marges qui sont de 2,5 quoi, 3, enfin après c'est du papier donc ça. Mais parce que quand on en reçoit beaucoup, c'est difficile. À un moment donné, si on doit buter sur une page qui est dense, c'est très terre à terre, mais ça fait partie aussi du quotidien des éditeurs. On rentre de façon plus agréable dans un manuscrit aéré. Ça c'est vraiment sur la forme. Après, de soigner quand même le départ. Ça, je pense que vraiment penser à soigner le départ. Si dès le départ c'est pas construit, on sent que déjà c'est pour être faute d'orthographe, pas relu, ça c'est assez rédhibitoire. Ça coupe la lecture très rapidement. Et après c'est ce que je disais dans l'ensemble. Faire attention à ces personnages, de les incarner, en fait d'arriver à transposer, à faire exister des personnages comme si c'était des personnes et pas juste en fait de faire des stéréotypes qui s'enchaînent. Et passer à raconter l'histoire à soi-même.
Et surtout pas se raconter l'histoire à soi-même, parce qu'après il y a ça, les passages, les tunnels où l'auteur se regarde écrire. Et je crois que ça vaut pour tous les auteurs. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on dit écoute là, c'est dommage, moi c'est le passage que j'aimais bien. Oui, je sais, mais c'est bien pour ça que... Et souvent il y a quelque chose de cet ordre-là. Il vous arrive de beaucoup faire réduire un manuscrit? Oui, ouais. Qui gagne en intensité, parce que parfois il y a des digressions sur un personnage qui arrive et puis pour qu'on le retrouve pas, voilà, parce qu'il était bien à ce moment-là, mais en fait il a aucun sens, il pourrait ne pas être dans l'histoire, dans ces cas-là autant pas le mettre. Pour les auteurs qui situent dans d'autres territoires, le côté très documenté, et qu'on ne soit pas dans le catalogue de voyage, parce que ça c'est l'autre problématique. À un moment donné, il faut s'approprier ce qu'on raconte, c'est pas... Et parce que ça on le voit beaucoup quand même. Ça, moi je le vois énormément. Et enfin voilà, un peu tout. Et puis surtout voilà, et puis savoir quelle histoire on a envie de raconter. Je crois que la première question que l'auteur ne se pose pas, c'est qu'est-ce que je veux raconter.